Mon rôle, c'est un rôle à deux volets ce matin. D'abord, je vais établir un lien entre la discussion et je vais parler de différents enjeux, parler du programme Naviguer dans le labyrinthe, vous parlez des projets jusqu'à ce jour. Et je vais aussi essayer de donner un cadre au sujet qu'on va apporter un petit peu plus tard dans la journée. On a décidé de commencer par deux représentants, un qui représente la communauté VIH et un autre, un travailleur de cas, pour vous donner un petit peu une expérience, un vécu qui c'est vraiment au cœur de notre discussion. On voit ce à quoi les individus sont confrontés quand ils veulent avoir accès au programme. Et c'est souvent le cas quand ils veulent avoir accès au programme. Ce n'est pas juste un seul programme quand les gens essaient de stabiliser leur niveau de revenu. C'est là qu'on espère pouvoir imprimer cette image dans votre esprit. On espère mettre sur pied un mécanisme de communication avec en toile de fond une politique en tête. Alors, idéalement, on va parler pendant le reste de la journée de la façon dont on peut en arriver à des communications plus efficaces entre les programmes pour surmonter les problèmes, comme Nadine et Glenn nous l'ont dit, auxquels les Canadiens personnes handicapées sont confrontés. On a parlé du VIH, mais on peut aussi parler d'autres personnes qui vivent avec toute autre forme d'incapacité et qui ont des problèmes de sécurité de revenus. Non seulement c'est un problème qui touche la communauté des VIH, mais aussi toutes les autres personnes handicapées. Si on essaye de tabuler les chiffres, on pourrait sûrement trouver un nombre assez important de personnes affectées. Alors, l'objectif général du projet. L'objectif, au cours des 18 derniers mois, le projet visait à promouvoir les occasions pour les personnes vivant avec le VIH et d'autres incapacités pour que ces personnes aient une sécurité, une continuité, qu'on puisse subvenir à leurs besoins en faisant la promotion de la coordination entre les programmes et de prestations et programmes de revenus. On voulait trouver des mécanismes de communication entre les différents programmes. On y arrive aujourd'hui. Le premier projet s'est passé sur les 18 derniers mois. Le dernier volet, c'est l'occasion de mettre ensemble différentes parties pour voir quelles sont les prochaines étapes pour l'avenir, pour améliorer les communications entre nos différents programmes de soutien aux revenus. Jusqu'à maintenant, on a participé à un examen des programmes actuels et des politiques en matière de soutien du revenu. Cet examen, c'est ce qui se retrouve dans la discussion, dans le document Naviguer dans le labyrinthe dont John Stapleton a parlé avec Anne Tweedle. Ici, le lien nous a été envoyé pour qu'on puisse lire cela à l'avance de la réunion. Aujourd'hui, c'est disponible sur le site web du groupe de travail VIH-Sida. Et ici, on parle de différents enjeux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de communication améliorée entre les différents groupes? Deuxièmement, prochaine activité, c'est de promouvoir des modèles ou des lignes directrices pour coordonner les politiques pertinentes. Ces lignes directrices vont sûrement découler de notre conversation aujourd'hui. On a entendu parler de très bonnes activités qui ont déjà lieu, c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, s'inspirer de ces activités, en parler partout au pays pour qu'on puisse de façon plus efficace desservir tous les gens partout au pays, à travers toutes les provinces et territoires. Troisièmement, on veut coordonner une réunion nationale des parties pertinentes. On pourrait mettre sur pied une stratégie et c'est justement notre réunion d'aujourd'hui. Et enfin, collaborer avec des économistes en santé pour élaborer un cadre pour établir les coûts des modèles. Et vous allez rencontrer Neil Kemp plus tard, qui va nous parler de ce que Eileen nous a dit plus tôt, programme de transformation et de habilitation. C'est lui qui va diriger cette analyse d'établissement des coûts. Le document intitulé « Naviguer dans le labyrinthe »
parle de différents points. Nadine et Glenn ont très bien dit que ça peut être dur pour les personnes qui ont des handicaps épisodiques, maintenir un certain niveau d'emploi quand ils le peuvent, mais aussi maintenir un certain niveau de revenus stable. À cause de la périodicité de leur maladie, quelqu'un peut rentrer et ressortir de la population active, et ça préoccupe aussi les personnes vivant avec le VIH-Sida, qui ne font peut-être pas partie de la population active parce qu'il y a cette peur, cette incertitude qui est si grande qu'ils décident de ne pas participer. C'est plus important de garder les médicaments et garder l'accès aux médicaments que de travailler. Aussi, bon nombre de programmes de soutien aux revenus, publics et privés, sont conçus pour que les gens sortent de la population active. Il y a différentes initiatives mises sur pied par différents programmes de soutien à l'emploi par le biais du gouvernement de l'Ontario. Souvent, ceux qui ont accès à ces programmes n'ont jamais travaillé et parce qu'il y a d'autres obstacles pour qu'ils aient pleinement accès au milieu du travail. Ensuite, il y a la nature épisodique des maladies qui peuvent leur rendre la tâche très difficile. Nos programmes, étant donné que nous avons les programmes publics de soutien aux revenus à l'échelle fédérale, il y en a deux, le programme d'assurance emploi et le programme RPC, et les programmes d'aide sociale dans chaque province et territoire. Parfois, il y en a même deux, ou une aide plus générale et parfois un programme d'aide pour les personnes handicapées. Tous ces programmes étaient conçus à différentes époques et ils ont différents mandats. On se retrouve donc dans une situation où les personnes ont accès à différents programmes et cela pose toutes sortes de problèmes et de défis dus à la multiplicité de ces programmes. Ça devient un véritable labyrinthe pour les gens qui veulent avoir accès à ces programmes et il pourrait y avoir des conséquences très fâcheuses pour les gens. Notamment l'éventuelle perte d'accès au soutien aux revenus quand quelqu'un retourne au travail. Une des idées qui a découlé du document de discussion, c'est qu'une collaboration accrue et des discussions améliorées peuvent identifier des mécanismes, s'il y a des options pour aider les gens à avoir accès à ces programmes à l'échelle administrative et aussi améliorer la façon dont ces programmes sont offerts et exécutés. Ce serait une bonne idée justement pour l'avenir, pour les prochaines étapes. Donc, on va se réunir pour identifier les besoins précis et voir quels sont les mécanismes éventuellement qu'on pourrait utiliser. On va réunir les groupes pertinents, organiser un dialogue et une discussion entre ces groupes. Ça ne vise pas à être quelque chose de ponctuel, mais au moins le début d'un processus pour l'avenir. Il faudra avoir les principales parties autour de la table et maintenir ces communications à l'avenir pour relever les défis actuels et futurs et à venir. En espérant, en bout de ligne, l'objectif ultime, ce serait d'améliorer la coordination et l'intégration des politiques et des programmes. Une autre activité, bon, ça c'était le document de discussion, mais une autre activité, c'était une série de consultations régionales. Ces consultations ont réuni des personnes qui vivent avec le VIH, des personnes ayant un handicap, des gestionnaires de cas, de dossiers, parfois des analystes de politique, des gens qui connaissent la loi. Ces gens donc parlaient des enjeux régionaux auxquels les gens étaient confrontés. On voulait voir quels sont les efforts, les choses que les gens pourraient faire ensemble pour surmonter tous ces obstacles. Et ensuite, on a demandé, bon, idéalement, si ces communications étaient améliorées, qu'est-ce que ces gens aimeraient voir se produire? Alors, ça a eu lieu à Toronto. Il y en a 5 qui ont été terminées. Une conférence téléphonique à Yellowknife, un tête-à-tête à Halifax, un autre tête-à-tête à Vancouver et une conférence téléphonique à Saint-Jean ou Saint John's. Je vais vous énumérer une liste des thèmes clés. Dans certains cas, c'était des enjeux régionaux, mais au fil des consultations, il y a certains thèmes qui ont semblé ressortir à plusieurs reprises. Et le premier de ces thèmes, c'est
comment soutenir, aider ceux qui travaillent différentes heures, des heures variables dans la semaine, ou qui travaillent et qui arrêtent. Peut-être quand la santé se stabilise pendant quelques semaines ou quelques mois, ils travaillent, et quelqu'un qui ensuite doit sortir de la population. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui vit dans cette incertitude dans son emploi du temps? Prochain. Ensuite, comment essayer d'améliorer les pratiques en matière de communication entre les différents programmes à l'échelle fédérale et provinciale? Nous avons des limites très strictes autour de la loi sur la divulgation des renseignements personnels. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la discussion ait lieu le plus librement possible sans outrepasser les limites imposées par la loi? Il y a d'autres enjeux qui ont été soulevés, notamment pour avoir l'accès à différents programmes, à de multiples programmes. On peut se retrouver dans une situation où une personne peut avoir accès à un programme public, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont accès à de multiples programmes en même temps, comme on l'a vu, les programmes de soutien aux revenus provinciaux et le RPC, par exemple, fédéral. Ça, c'est un scénario assez commun. Comment est-ce qu'on peut coordonner les mouvements ou le passage d'un programme à un autre? Par exemple, bon, nous sommes au début de la récession au Canada. Il y a des personnes qui effectuent la transition de l'assurance-emploi, parfois vers les prestations provinciales. Comment harmoniser cette transition pour s'assurer qu'il n'y ait pas une perte de prestations et qu'il y ait une certaine continuité? Comment est-ce qu'on peut réduire les obstacles administratifs et en matière de politique pour ceux qui reçoivent des prestations de différents endroits, différentes sources, RPC fédéral et provincial? Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes, ne pas, peut-être comme l'a dit Liane, pour que son travailleur ou sa travailleuse de cas n'ait pas besoin de naviguer entre tout cela? Voilà donc certains des enjeux. Ce que je ne vous ai pas encore énuméré, c'était bon, l'enjeu de la peur. Parfois, les gens, surtout ceux qui vivent avec le VIH, on peut le dire aussi ceux qui ont une maladie mentale, rentrer au travail, retourner au travail, c'est une occasion, ou toute occasion d'être rémunéré pour son travail, c'est assez déconcertant. Il y a des personnes qui ne veulent tout simplement pas essayer parce qu'il y a trop de menaces, elles ont trop peur. Même, bon, par exemple, l'accès aux prestations et à l'assurance médicaments. Il y a des gens qui ont une assurance privée au pays et donc, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là si le soutien provincial s'arrête? Comment est-ce qu'elle peut garder ou conserver son accès aux médicaments? On parle bon, de soutien aux revenus là aussi, mais des piliers de l'accès à la santé. Le logement aussi a été une question qui a été soulevée, les transports. Il y a des déterminants sociaux de la santé, des déterminants clés, des facteurs clés de la santé qui accompagnent le soutien aux revenus. C'est facile de se concentrer sur certains enjeux qui sont de taille, mais il faut qu'il y ait un point de départ pour la voie de l'avenir. Un des objectifs du projet dont on a parlé plus tôt, c'était d'améliorer les pratiques de communication entre eux et au sein de ces différents programmes. Alors, pourquoi doit-on commencer par l'amélioration des communications? D'abord, on peut partager les pratiques exemplaires. Il y a de bonnes choses qui se font dans certaines régions du pays et il y a des tentatives tout à fait sincères réalisées par des personnes comme Nadine qui vont éduquer, sensibiliser et qui travaillent en collaboration avec d'autres programmes. Donc, il faut que les gens apprennent et entendent parler de ces initiatives pour peut-être en lancer dans leur propre région et surmonter leurs défis. Il y a aussi, comme j'ai dit, des transferts entre les programmes, pas l'assurance-emploi seulement, mais il y a aussi vers les programmes d'aide sociale provinciaux ou territoriaux. Mais entre les programmes d'aide sociale, il y a un mouvement de personnes d'un bout à l'autre du pays, d'un programme à un autre. Alors, comment s'assurer qu'il y a une certaine continuité dans l'aide que reçoit la personne quand elle passe d'un programme à un autre? Quand deux programmes existent dans une province donnée, quand on va d'un programme d'aide générale à un programme d'aide pour personnes handicapées comme en Ontario, il y a le programme Travail Ontario et il y a aussi un autre programme pour les personnes handicapées et des fois, c'est pas une transition qui se passe très facilement. Comment coordonner mieux les choses? Il y a l'idée aussi d'accès multiple au programme.
On n'a pas beaucoup passé de temps à passer de l'assurance privée, mais c'est quelque chose qui joue un grand rôle dans la discussion. Il faudra en parler à l'avenir. Alors, voilà, ça ce sont les raisons principales de l'amélioration de ces communications. Ensuite, le quoi. J'ai essayé de dire le pourquoi. Maintenant, le quoi, si on veut améliorer, quels sont les domaines clés sur lesquels il faut discuter? Et il n'y a pas d'ordre précis ici. D'abord, l'administration des programmes d'aide aux revenus. Dès le début, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Quand quelqu'un vient, veut avoir accès à un programme, qu'il revient dans la population active ou pas, ou avoir un rapport sur la situation, qu'est-ce qui marche bien du point de vue administratif? Ensuite, quelles sont les choses que l'on peut améliorer? Deuxièmement, pour ce qui est des programmes généraux en tant que tels, quelles sont les offres, les choses disponibles dans ces programmes et qui ne marchent pas très bien? Comment est-ce qu'on peut communiquer cela entre les programmes, au sein des programmes, voir les changements structurels qui seraient nécessaires? Il y a des changements, bien sûr, qui nécessiteraient des changements législatifs ou de politique pour pouvoir aller de l'avant, mais il y a d'autres changements qui peuvent être apportés sans nécessairement passer par des changements législatifs. Les intervenants dans ces discussions pourraient avoir une discussion plutôt sur pourraient faire venir des travailleurs de première ligne ou des gens travaillant, vivant avec ces handicaps, pour être des membres d'ONG qui soutiennent ces personnes. Pour travailler sur la question de la politique, on pourrait faire intervenir différents représentants gouvernementaux. On pourrait ensuite proposer nos solutions aux décideurs. Il faut qu'ils sachent ce qui se fait. Ces trois domaines sont des domaines dont il faut discuter. Pour les prochaines étapes et pour l'avenir, alors, quand Eileen commencera sa présentation cet après-midi, c'est de cela dont on va parler. D'abord, comment est-ce qu'on conçoit des programmes qui permettent une sécurité du revenu stable et qui permettent aux gens de garder leur emploi un maximum? Bon, ça nécessite toutes sortes de discussions assez longues. On ne va pas tout faire aujourd'hui, mais il faut commencer quelque part et déjà tracer le chemin qu'on aimerait suivre. À court terme, comment élaborer des pratiques améliorées de communication entre les différents programmes de soutien au revenu au Canada? Eileen va nous en parler dans quelques instants. Elle nous dira ce à quoi ça pourrait ressembler. À l'échelle plus intermédiaire, comment lancer le dialogue sur les objectifs du soutien au revenu et du soutien pour les personnes handicapées? Comment est-ce qu'on peut combler les lacunes et améliorer la coordination entre les différents programmes? Je sais que cette tâche est de taille. Il y a d'autres intervenants qui ne sont peut-être pas présents ici aujourd'hui, qui doivent s'impliquer, mais c'est quand même intéressant de participer au lancement d'une initiative, de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à la question et qui veulent relever les défis. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une bonne discussion, mais à l'avenir aussi, j'ai bien hâte de travailler avec vous. Merci.